Arjé, un lycéen ordinaire, a été si brutalement trahi par sa petite amie qu'il était au bord du désespoir, prêt à en finir une fois pour toutes. Mais le destin lui réservait une autre surprise. Le manga commence avec notre protagoniste en train d'envoyer des SMS. En y regardant de plus près, on dirait qu'il s'agit de sa petite amie, Miyuki, qui semble l'avoir éconduit. Arjé lui répond avec des compliments et des vœux enthousiastes. Ce n'était pas une occasion comme les autres. C'était leur anniversaire, un événement si spécial qu'ils avaient tant préparé, et ils n'arrivaient pas à croire qu'elle les repoussait ce jour-là. Alors qu'il reste assis, se demandant pourquoi il s'est donné la peine de se lever et de se préparer, le bruit incessant des rails de train résonne. On apprend qu'Augusté a enfin trouvé le courage d'avouer son amour à sa seule et unique amie d'enfance. Et comme par magie, ils ont décidé de sortir ensemble à Noël dernier. Tout se passait à merveille jusqu'à récemment. Et depuis, la situation est devenue un peu étrange. Un seul regard suffisait pour comprendre qu'ils n'étaient pas amis d'enfance. Son aura et sa présence sont celles d'une véritable idole. C'est pourquoi presque tout le monde au lycée la considère comme la reine de beauté. Il s'estime chanceux de pouvoir sortir avec une telle personne et, ayant toujours été respectueux et patient, ils en sont arrivés au point de ne pas encore s'être embrassés. Cette fois-ci, c'était différent, car il savait qu'elle ne se défilerait jamais pour un rendez-vous. Mais aujourd'hui, il est clair qu'elle joue la comédie et trouve des excuses. Bien qu'il fût prêt, il décida finalement d'aller au restaurant où ils avaient prévu d'aller. Il se dit que rentrer serait dommage, vu le temps qu'il avait mis pour ce rendez-vous. Il se ferait un chemin à travers la foule et finit par trouver le cinéma où ils devaient aller voir un film ensemble. Arjé imagina ce que cela aurait été pour eux deux et, cette fois, il aurait certainement accéléré le rythme et fait évoluer leur relation. Il veillait à ce qu'elle se sente à l'aise et ne l'avait jamais forcée à abuser d'elle. Chassant les pensées qui avaient failli le transformer, il sortit dans la rue. Là, il entendit des sons et une musique totalement différents, et presque partout, des couples s'enlaçaient en public. L'endroit où ils s'étaient retrouvés, tout près du lieu de leur rendez-vous, était un quartier d'hôtel de passe. En observant la scène, il rougit de gêne et comprit rapidement que la situation était bien différente de ce qu'ils avaient prévu. Ses pensées se tournèrent à nouveau vers des fantasmes, il imagina comment leur relation pourrait s'accélérer et comment, enfin, ils iraient dans un hôtel de passe et franchiraient une nouvelle étape. Alors qu'il imaginait son visage sensuel et rougissait encore davantage, il s'apprêtait à quitter les lieux. Mais il reconnut soudain une voix familière. Au fond, deux couples s'amusaient à se taquiner. Et là, Miyuki était bel et bien présente dans le quartier des Love Hotels avec un autre homme, le serrant contre elle et vivant un moment inoubliable. Alors qu'ils semblaient vivre une relation profonde et amoureuse, Arjé l'appela d'une voix faible et tremblante. Elle lui avait dit qu'elle devait travailler sur un projet scolaire et qu'elle resterait à l'école quelques heures de plus. Mais en réalité, elle avait menti et s'était rendue à l'hôtel de passe-temps avec un autre homme, profitant pleinement de la vie. Lorsqu'il l'appela, ses rires s'éteignirent instantanément et elle paniqua, se mettant à bafouiller son nom. Lui, sans voix, cherchait son souffle. Au même moment, ils se demandèrent mutuellement ce qu'il faisait là. Arjé, furieux, lui attrapa le bras et la tira vers lui. Elle se mit à crier de douleur. L'instant d'après, le type à côté d'elle le gifla violemment et le fit tomber à terre. Arjé, levant les yeux et demandant ce qui se passait, entendit le type se mettre à vociférer qu'il devait lâcher sa copine. Arjé bégaya, sous le choc de la douleur et d'une soudaine prise de conscience. Le type commença à lui raconter que Miyuki était sortie avec lui parce qu'il était son ami d'enfance et qu'elle se sentait mal à l'idée de le rejeter et de briser le cœur d'Arjé. Il ajouta qu'elle avait elle-même dit des choses sur son côté ennuyeux et sur la transpiration de ses mains lorsqu'ils avaient commencé à sortir ensemble et qu'ils s'étaient tenus la main pour la première fois. Incrédule, Arjé vit son monde s'écrouler. L'autre riait en entendant Miyuki gémir dans le lit, enlacé à ses côtés. À ces mots, le fil ténu auquel il s'accrochait se rompit. Sa petite amie, qu'il chérissait plus que tout, qu'il respectait et en qui il avait le plus confiance, prononçait des paroles si blessantes à son sujet, tout en serrant un autre homme dans ses bras. Ses yeux s'écarquillèrent et il pria pour que ce ne soit qu'un mauvais rêve. La panique l'envahit et l'autre poursuivit, suggérant que si elle tenait encore autant à son petit ami, elle pouvait rompre. D'une voix glaciale, il lui ordonne de le quitter ou de le quitter lui. Aussitôt, elle se met à pleurer comme une victime et le supplie d'arrêter et de ne pas rompre. Elle lui avoue en pleurant qu'elle est allée jusqu'au bout avec lui, persuadée qu'il était l'homme de sa vie. Elle lui confie même qu'elle mourrait si nous nous séparions. Tandis qu'il lui caresse la tête, Arjé est anéanti.
Le salaud affiche un large sourire narquois, sachant qu'il la tient à sa merci. Il la caresse et lui dit de crier haut et fort ce qu'elle pense de lui. Là, Miyuki commence à lui dire qu'elle le considérait comme un harceleur ennuyeux et possessif qui l'importunait plus qu'autre chose. D'une voix glaciale, elle lui annonce qu'il était un petit ami violent et horrible. À ces mots, le pauvre Agi n'arrivait pas à croire que c'était la fin de leur histoire. La façon dont elle s'y prenait était traumatisante, elle mettait un terme à tout ce qu'ils avaient construit ensemble et lui interdisait de l'approcher. Il lui était formellement interdit de lui parler au lycée. Ce jour-là, après que ces deux-là lui réclaboussaient comme un insecte, détruisant tout ce qu'il chérissait et en quoi il avait confiance, il rentra chez lui. Sa mère et son grand frère l'accueillirent avec un large sourire et lui demandèrent s'il avait faim et s'il voulait manger quelque chose, puisqu'il s'était enfui précipitamment sans même avoir pris une bouchée. Argé dit à son frère qu'il allait bien et se glissa silencieusement dans son lit. Il resta allongé là, repensant sans cesse à ce qu'il venait de vivre et à la facilité avec laquelle ils avaient pu en finir ainsi. Il commença même à sauter des dîners et, chaque fois qu'il fermait les yeux, il était assailli de cauchemars où il s'enlaçait en riant d'Argé. Tous deux riaient et lui lançaient des injures, lui disant qu'il n'était pas à la hauteur. À chaque fois, il priait pour que ses cauchemars cessent et suppliait qu'on lui laisse un peu de paix. Bientôt, P en vint à craindre de s'endormir. Après une pause, il retourna à l'école. Alors qu'il marchait tranquillement, son ami le surprit par derrière. Il vit alors Argé dans un état lamentable. De grosses cernes sous ses yeux témoignaient d'une nuit blanche. Lorsque son ami lui demanda comment allait sa vie amoureuse, il esquiva la question. Devant lui, il vit Miyuki marcher tranquillement en discutant avec ses amis. Il se souvint comment, enfant, elle l'appelait et le poursuivait. Rassemblant son courage, il décida de l'appeler. Au moment où il parvint à la rejoindre, elle le remarqua, se retourna et l'appela par son nom. La meilleure amie de Miyuki se plaça aussitôt devant elle et lui ordonna de rester à distance, le traitant de répugnant et de minable, tout en le menaçant et en lui disant qu'elle lui ôterait la vie sur le champ. Argé n'eut même pas le temps de réagir et resta planté là, se demandant quel crime il avait bien pu subir. Après les cours, il se réfugia de nouveau sous sa couverture, car c'était le seul moment où il se sentait en sécurité. Il reçoit une notification et, dès qu'il la consulte, des messages inconnus affluent, l'insultant et lui conseillant d'en finir. En un instant, son fil d'actualité est inondé de messages blessants et sombres, tous le traitant de pervers, de glauque, de violent et d'ordure qui devrait disparaître. Il commence à suffoquer tandis que les messages s'accumulent. Il jette son téléphone à la poubelle, mais les notifications et les vibrations continuent toute la nuit. Le lendemain, il était profondément bouleversé et se rendit à l'école. Il était presque certain que la blague dont il avait été victime était l'œuvre de la meilleure amie de Miyuki. Il ouvrit la porte de sa classe et, à l'intérieur, personne ne l'importuna. Mais à peine assis, il entendit toutes sortes de ragots à son sujet, on le traitait de pire des types, d'ennemi des femmes, de harceleur, de prédateur. Toute sa classe était contre lui et les rumeurs allaient bon train. Il prit la parole pour leur dire qu'il n'avait rien fait, mais l'ami de Miyuki frappa son bureau du poing et lui ordonna de se taire. Elle commença à raconter comment il harcelait les deux stars de l'école et comment plusieurs personnes avaient confirmé qu'il s'en prenait aussi à Miyuki. Il était clair que tout espoir était perdu pour lui, et il était complètement déboussolé. Alors qu'il filait déjeuner sur le toit, il mangeait d'un air absent et fatigué. Son club lui rappela qu'aucune activité n'était prévue à cause d'une rumeur étrange. Tous les cours sur lesquels il avait toujours cru pouvoir compter avaient disparu. Il rassembla son courage pour aller voir le président du club et lui demander de l'aide. Mais au moment où il ouvrait la porte, tous ceux qui se trouvaient derrière s'accordèrent à dire qu'il était vraiment bizarre et qu'il avait tout l'air d'un criminel. Ils se mirent à se disputer, se demandant s'il ne l'avait pas recruté par erreur et s'il n'avait pas d'autre choix que de l'exclure. En entendant cela, les larmes se mirent à couler sur ses joues. Il était certain de mener un combat solitaire, face à des ennemis innombrables. Il alla parler à son professeur, espérant trouver de l'aide. En arrivant à son bureau, il trouva Miyuki et son amie déjà présentes. Elles lui expliquèrent qu'Argé les suivait et qu'elles étaient terrifiées. Miyuki elle-même reconnut que la situation était terrifiante. Argé prit aussitôt la fuite, conscient qu'il menait un combat perdu d'avance, voué à l'échec et signant la fin de ses années de lycée. Ils l'ont piégé. Les harceleurs ont même menacé ses parents, l'avertissant que s'il les dénonçait ou appelait à l'aide, il viendrait chez eux pour régler leur compte. À son retour, sa mère, persuadée qu'il cachait quelque chose de grave, lui a demandé si tout allait bien. Il est resté là, à écouter leurs inquiétudes,
puis s'est éloigné discrètement. Bien qu'il aurait pu demander de l'aide, il savait qu'il ne fallait pas impliquer ses parents dans ce qu'il vivait. Il n'arrêtait pas de lui dire de profiter de l'école, et il a fini par esquisser un sourire forcé pour les rassurer, leur assurant que tout allait bien. Miyuki, quant à elle, était la plus grande perdante de toutes. Elle n'avait pas seulement tout perdu, elle s'était perdue elle-même. Elle souffrait d'insomnie et se demandait sans cesse si tout cela n'était qu'un rêve. Elle était sous le choc de constater que sa vie, qu'elle pensait prometteuse, était en réalité tout le contraire. Elle repensait sans cesse à ce qui aurait pu être évité si elle avait été ailleurs. Elle savait aussi que son amie d'enfance était victime de harcèlement et d'intimidation si violents que toute l'école semblait s'en amuser. Chaque fois qu'elle le voyait, elle se mettait à pleurer, mais se répétait qu'elle n'avait pas le droit de pleurer. Tout a commencé lorsqu'elle a confié à Miyuki que leur relation évoluait lentement mais sûrement, et que sa meilleure amie l'a présenté à Kondo, un garçon plus âgé. Kondo était un adu foot, toujours en mouvement. Miyuki était plutôt contente de fréquenter un garçon aussi populaire et elle a rapidement commencé à se sentir plus à l'aise en sa présence, car ses paroles séductrices et ses compliments la flattaient. De façon tout à fait inattendue, ils se sont embrassés dès qu'ils ont commencé à se comprendre. Ils se comprenaient enfin. Elle est même allée jusqu'au bout avec lui, se donnant entièrement à lui, car elle se sentait coupable au début. Ils dénigraient constamment Argé et ils ont fini par se livrer à des actes répréhensibles. Tous deux prenaient du plaisir, ignorant que le karma finit toujours par rattraper ceux qui trahissent. Avant qu'Argé ne les surprenne, Miyuki tenait encore un peu à leur rendez-vous, mais Kondo ne cessait de se vanter de pouvoir sortir avec une autre fille et la jeter à la rue. Mais après qu'il les a démasqués, quelques jours plus tard, Kondo a rompu avec elle et l'a larguée sans ménagement. Miyuki, issue d'un milieu très modeste, en perdit deux sans rien y gagner. Elle espérait peut-être qu'Argé lui pardonnerait. Mais Argé avait changé. Elle préserva discrètement son image et le fit passer pour le coupable. Elle perdit ainsi cet être exceptionnel qui la chérissait et la respectait profondément, l'homme qui l'aurait soutenu tout au long de sa vie. Elle pleurait sans cesse son geste. Parallèlement, le harcèlement s'intensifiait et on trouvait tous les prétextes pour le blesser et lui rappeler qu'il était un moins que rien. En entrant dans la classe, il découvrit le tableau couvert d'insultes à son égard. On y lisait qu'il était un moins que rien et on avait même révélé l'adresse de ses parents pour que les élèves s'en prennent à eux. À cette vue, son monde bascula dans une violence inouïe. Les seules personnes qu'il voulait protéger allaient être attaquées par ces sauvages. Animé d'une haine viscérale, Argé se précipita sur le type qui avait tout manigancé et le confronta. Kondo rit et lui fit savoir qu'il s'était bien amusé à chambouler sa vie, se moquant de lui pour avoir perdu sa copine et tout le reste. Tout cela n'était qu'une mise en scène pour Kondo, qui prenait plus de plaisir à détruire sa vie qu'à passer du temps avec Miyuki. Avec un sourire narquois, il lui rappelait combien il adorait gâcher celle des autres. Le pauvre Agi s'effondre, épuisé, et se réveille plus tard à l'infirmerie. L'infirmière le confronte puis s'en va. Agi a le visage inanimé et le regard d'un homme qui a renoncé à vivre dans ce monde cruel. Il est certain que, malgré tous ses efforts, personne ne viendra à son secours. Ses professeurs, aveuglés par les histoires de leurs élèves préférés, ignoraient l'autre version des faits. Et ses parents allaient subir l'humiliation d'une chose qu'ils n'avaient jamais faite. Alors qu'il pleurait, implorant l'aide de quelqu'un, son club, celui qu'il aimait plus que tout, décida de l'exclure. Argé se mit à pleurer à chaudes larmes, n'ayant même pas eu la chance de se défendre. Terrifié, il devint paranoïaque et se lamentait, se demandant pourquoi rien ne pouvait suffire. Il se dirigea vers le toit de l'école et, en gravissant les escaliers, il rit, trouvant l'épreuve si facile. Mais les voix du fond de la classe le blessaient plus que des balles, les ragots et les rumeurs étaient un poison qui le rongerait toute la journée. Assis là, il repensa à tout ce qu'il avait entendu pendant des semaines. Seule la cruauté humaine résonnait dans ses oreilles. Il aspirait à la liberté, il voulait tourner la page. Il gravit l'escalier le plus dangereux de toute l'école. Enfin, il ouvrit la porte, prêt à enfin trouver la paix. Mais là, il aperçut une jeune fille qui se retourna vers lui. Une belle jeune fille le regardait avec des yeux purs, et il lui rendit son regard. Argé était loin de se douter que cette rencontre marquerait le début d'une vengeance qu'il n'aurait jamais entreprise. Au contraire, son entourage l'aiderait à la mener, puisqu'il avait tout perdu. Le destin lui offrirait quelque chose de meilleur, et sa vie deviendrait la plus belle des vies. Alors qu'Argé la fixe intensément, visiblement mal à l'aise, elle lui demande qui il est et pourquoi il la dévisage avec autant d'insistance. Avec un léger bégaiement,
il lui répond qu'il est en 2e année et qu'il s'appelle Agi. Il commence à expliquer qu'il est là pour sécher les cours et qu'il cherchait un abri temporaire. Il confie qu'il n'arrive pas à avouer à voix haute qu'il a envie de sauter et de faire quelque chose d'inimaginable. Tandis qu'il détourne le regard, elle murmure son nom et le dévisage un instant. L'instant d'après, nous découvrons notre protagoniste, une jeune femme qui ne manque de rien. Aoi reste immobile. Arge explique qu'elle est une prodige, souvent considérée comme la meilleure élève jamais inscrite dans cet établissement. Non seulement elle a obtenu le meilleur score à l'examen d'entrée, mais sa douceur et sa beauté envoûtante ont fait toute la différence. Presque tous les élèves l'ont remarqué. Dès son arrivée, elle a suscité un véritable engouement. Cependant, derrière cette beauté se cache une vipère. Depuis son inscription, de nombreux garçons ont tenté leur chance et lui ont avoué leurs sentiments, mais elle les a repoussés avec une telle fermeté que cela a quelque peu terni son image. Elle baisse la tête et marmonne qu'il arrive au pire moment. D'une voix faible et désespérée, il lui explique que, malheureusement, de mauvaises rumeurs circulent à son sujet et qu'il souhaite trouver refuge sur ce toit pour le moment. Il lui demande de partir. Malgré sa requête, au fond de lui, il est toujours prêt à commettre un acte horrible. Mais elle craque et, d'un ton furieux, elle l'interpelle et lui rétorque que, puisqu'elle était là avant lui, elle a parfaitement le droit d'être là et que personne ne peut la chasser. Tout en lui disant cela, elle ajoute qu'elle est là pour une raison importante et lui demande de partir. Il hausse le ton et, pris de panique, lui ordonne de s'en aller et de se préoccuper des rumeurs qui circulent dans l'école, car il est furieux. La jeune fille, quant à elle, lui rétorque qu'elle est parfaitement au courant de toutes ces rumeurs. D'une voix glaciale, elle lui dit que, quelle qu'elle soit, il doit partir et la laisser tranquille. Sa détermination est telle qu'il comprend enfin qu'elle est une personne d'une autre trempe. Alors qu'il s'exclame, elle pousse un profond soupir et explique qu'elle est au courant des étiquettes qu'il a reçues récemment. D'une voix douce, elle lui fait comprendre que ce ne sont que des rumeurs, sans aucune preuve concrète. Elle insiste sur le fait qu'elle ne l'a jamais vu faire quoi que ce soit de mal de ses propres yeux. C'est pourquoi elle ne peut pas le blâmer pour des choses que tout le monde lui reproche. À ces mots, enfin dans la série, quelqu'un de sensé fait son apparition. Le triste constat de la société et de la vie est que les gens se mettent à commérer et à croire ce qu'ils veulent croire. Bien que l'on ignore souvent l'autre version des faits, elle ajoute qu'aujourd'hui, les gens suivent aveuglément n'importe qui et accusent sans rien savoir. C'est une vieille nature humaine, profondément ancrée dans nos gènes. D'une voix profondément triste, il lui demande si elle le croit et si son avis compte. Elle répond avec maturité et lui rappelle qu'il ne s'agit pas de croire à la réalité ou à de fausses informations. Il s'agit de juger une personne condamnée pour un crime fondé sur des rumeurs et des ragots partiaux. Elle s'exclame qu'elle déteste ces commérages futiles que les gens colportent sans cesse pour se rassurer. Ces dernières semaines, les événements qui ont marqué sa vie l'ont profondément bouleversé et il a compris, pour la première fois, que la solitude est omniprésente. Mais ces paroles empreintes de sagesse qu'elle lui a adressées ont suffi à changer sa vie, ne serait-ce que temporairement. Elle a pris une pause charmante et assurée, et tandis qu'une brise légère dissipait ses pensées sombres, il a souri pour la première fois depuis des semaines et lui a exprimé sa gratitude. Bien qu'il ne s'agisse que d'une rencontre anodine, lorsqu'on est au bord du désespoir, quelques mots suffisent à redonner espoir et joie de vivre. Et c'est précisément ce qui s'est produit dans sa vie. Elle le regarde et lui dit qu'il n'a pas à la remercier. Et puis, franchement, il est plutôt dégoûtant. Il rit et lui confie qu'il a du mal à expliquer ce qu'il a vécu, mais qu'elle devrait simplement savoir qu'il est reconnaissant pour elle et ses paroles. Soudain, une averse torrentielle se met à tomber. Il sursaute sous les gouttes froides et lui dit de se mettre à l'abri immédiatement pour ne pas attraper froid. Mais elle reste plantée là et lui dit de la laisser tranquille s'il a fini. Il la regarde et lui demande pourquoi elle reste là sous la pluie. Elle grince des dents et hurle qu'il est tellement obtus qu'il ne comprend pas pourquoi elle était là, seule. Elle se dégage de son étau, et il s'avère qu'elle était là pour une raison obscure, et peut-être étaient-ils tous deux réunis pour accomplir quelque chose d'inexplicable. Il lui demande pourquoi elle dit des choses pareilles, et elle répète sans cesse la même chose, lui ordonnant de partir. D'une voix triste et brisée, elle lui confie que pour quelqu'un comme elle, demain n'existera sûrement pas. Le poids de ses paroles le fait trembler sous ses pieds, elle était là pour faire la même chose qu'Arge. Alors qu'elle s'approche de la clôture délabrée, il l'interpelle par derrière et lui ordonne de s'arrêter immédiatement. Mais elle, de son côté, en avait assez et continuait d'avancer. Exaspérée par son bavardage incessant, elle lui cria de déguerpir et lui lança d'une voix forte qu'elle était là pour en finir.
Il lui attrapa le bras et la tira vers lui, ils se mirent à se débattre. La clôture près de laquelle elle se trouvait était très fragile et menaçait de s'effondrer au moindre faux pas. Alors qu'il la rapprochait encore, elle trébucha et ils tombèrent tous les deux sur le côté. Elle le repoussa en l'insultant et en ajoutant qu'il était obsédé par le fait de toucher les gens. D'une voix brisée, elle lui demande pourquoi il l'a sauvée, et il la met en garde contre tout mouvement. Il lui rappelle que la vieille clôture est rouillée et aurait pu céder au moindre appui. Son ton ferme lui fait oublier la véritable raison de sa présence sur le toit. Elle murmure que parfois, aider quelqu'un est vain. Il lui dit alors que si elle doit mourir bientôt, elle devrait au moins passer une journée avec lui. Face à cette requête digne d'un enfant, elle n'en croit pas ses oreilles. Elle le confronte et lui demande s'il sait seulement ce qu'elle s'apprête à faire. Il lui répond qu'il était là pour la même raison et que c'est pour cela qu'il l'avait repoussé plus tôt. D'une voix douce, il lui confie qu'il n'aurait jamais imaginé aller aussi loin pour sauver une si jeune fille. À ces mots, sa propre douleur s'apaise. Alors que la pluie redouble d'intensité, elle esquisse un sourire radieux et lui fait comprendre que la vie est plus dure et plus douloureuse qu'on ne peut l'imaginer. Soulagé qu'elle aille bien pour le moment, il ne peut s'empêcher de sourire à son tour. Quand la pluie cesse, il se lève et lui demande de trouver un abri. En quittant le toit, un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre. Il lui tend un mouchoir et lui dit qu'elle pourrait s'en servir pour se sécher. Elle hésite un instant, puis il insiste et elle finit par céder. Cependant, il l'a fixée un peu trop, et elle lui fait remarquer qu'il devrait sérieusement arrêter de la regarder ainsi. Alors qu'il continue de la regarder, on voit qu'il reste un homme de goût et qu'il saisit la situation avant d'être pris sur le fait. Elle lui dit que son regard insistant, malgré son avertissement, pourrait être considéré comme du harcèlement sexuel. Tandis qu'il réalise que cela pourrait tout gâcher pour lui, il détourne le regard et elle marmonne que tous les garçons sont pareils. Elle lui sourit et lui demande s'il a un plan. Puisqu'il l'a invité à sécher les cours, il doit sûrement avoir quelque chose à faire. En entendant cela, il lui rappelle qu'il a dit ces mots sous le coup de la panique et qu'il n'avait rien d'autre à lui dire à ce moment-là. Il rit et ajoute que c'est le genre de phrase qu'un voyou dirait à une fille. Cette plaisanterie la fait rire aux éclats, et un magnifique sourire illumine son visage. En la regardant, il réalise enfin qu'il la voit rire pour la première fois. Il se souvient des rumeurs que ses camarades disaient à son sujet. Et d'ailleurs, elle-même était la cible de rumeurs. Bien qu'elle soit connue pour repousser les garçons, elle le faisait souvent avec cruauté. Elle répondait aux garçons par des remarques banales, leur disant qu'il était insensé de sortir avec une inconnue et insinuant même que la plupart d'entre eux n'étaient intéressés que par son physique. Il réalise alors à quel point les rumeurs sont parfois infondées. Au bout d'un moment, elle sort son mouchoir et le remercie. Il reprend le plat et son estomac se met à hurler. Père Prodigy avait très faim. Il fouille dans son sac et en sort une boulette de riz, lui proposant de la partager. Sans un mot, elle la saisit et y croque à pleines dents. Dès que ses papilles s'éveillent au thon cuit à la perfection, elle sourit et s'exclame que c'est tout simplement délicieux. La boulette était garnie de thon et de mayonnaise, une combinaison unique et savoureuse. C'était tellement bon qu'elle se met à en parler en détail. Réfléchissant à ce qu'elle s'apprêtait à faire, elle lui confia qu'il aurait été dommage de mourir sans y avoir goûté. C'était vraiment la meilleure boulette de riz qu'elle ait jamais mangée. Il rit et lui expliqua que c'était très populaire et qu'il existait d'autres variétés à découvrir. D'une voix douce, il lui dit qu'il était ravi de l'avoir à ses côtés pour lui faire goûter. Touchée par ces mots, elle fut soudainement subjuguée par la boulette. Elle serra les poings et s'exclama qu'elle aimerait en goûter d'autres. Il marqua une pause et lui dit que pour en goûter davantage, elle devrait venir chez lui. Elle sursaute et rougit violemment, mais ils sont tous deux d'accord. Alors qu'il s'approche du portail principal, celui-ci est fermé à clé. Oui est effrayé et ne sait pas comment ils vont faire pour sortir. De toute façon, ils n'avaient pas prévu de quitter l'école, mais maintenant, ils sont trop excités à l'idée de rentrer chez eux. Elle demande s'il y a un autre moyen. Elle pense à sauter par-dessus, mais rajoute qu'elle porte une jupe. Il lui répond qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'elle devra escalader le portail. Elle lui crie dessus et lui rappelle qu'elle porte une jupe et qu'elle ne sautera jamais. Alors qu'il commence à la taquiner, il lui explique qu'il pourrait utiliser une autre porte. Cette porte n'était utilisée que par ceux qui devaient sortir et ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur, de l'extérieur, elle était impossible à déplacer. Elle lui demande comment il sait tout cela, mais il la repousse d'un geste. Il savait qu'un élève brillant n'était pas au courant des secrets de l'école. Alors qu'il lui prenait la main, il était impatient de la raccompagner.
Cependant, l'instant d'après, il réalisa qu'il lui avait serré la main un peu trop fort et elle lui fit remarquer qu'ils venaient à peine de se rencontrer et qu'il lui tenait déjà la main. Elle confie que la situation la met mal à l'aise et que, si c'était un film, l'acteur jouerait la scène comme si de rien n'était, mais que pour elle, c'est un peu trop. Se transformant en princesse, elle crie et lui fait savoir qu'elle n'a jamais tenu la main d'un garçon et qu'il devrait s'estimer heureux. Il rougit et lui demande pourquoi son cœur s'emballe autant. Il se jette dans ses bras et il court tandis que le vigile, sur le côté, leur crie dessus. Ils rient tous les deux et, laissant leur peine derrière eux, ils vont de l'avant.